Bonsoir. Diminuer le taux de sucre dans les yogourts et les céréales, c'est bien. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin en taxant les boissons sucrées, beaucoup trop sucrées? Certains pays et villes l'ont fait. La question est ouverte en Suisse. Combien de sucre dans mon verre de coca ou de thé froid? Vous verrez des chiffres impressionnants. Et du coup, est-ce que les boissons avec édulcorants, c'est mieux pour la santé? Réponse tout à l'heure avec Stéphanie Bonwin, chef de projet à Testachat. Vous pensez peut-être que tout a été dit sur la consommation d'œufs contaminés au fipronil en Suisse. Erreur. Notre enquête vous révélera quelques petites informations inédites et on en parlera aussi avec Camille Perrin, chargée des questions alimentaires au Bureau européen des unions de consommateurs. Le sujet est délicat, pas facile d'avouer devant une caméra que l'on a fabriqué dans son atelier, dans son usine, des produits avec des œufs contaminés au fipronil. La Suisse n'a publié aucune liste de produits contaminés, contrairement à la France, et pourtant, il y en a eu. Des œufs détruits par millions à travers toute l'Europe. Ces images ont tourné en boucle cet été, relançant le débat sur la sécurité alimentaire et l'absence de transparence dans ce domaine. Ces œufs ont été contaminés au fipronil, un insecticide contre les puces et les poux, très efficace certes, sauf qu'il est totalement interdit en Europe comme en Suisse. À l'origine du scandale, une société néerlandaise peu scrupuleuse, Chick Friend, qui se veut l'ami du poulet. Elle a vendu ce désinfectant à des centaines d'élevages de poules pondeuses aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne. Les œufs contaminés se sont ensuite retrouvés sur les étals de supermarchés d'au moins 15 pays européens, dont la Suisse. Dès le 4 août, Migros, Coop et Aldi Suisse retirent leurs œufs étrangers de la vente, par précaution, disent-ils. Sauf que le même jour, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire fait savoir que du fipronil a bien été détecté dans des œufs, certes étrangers, mais vendus en Suisse. Sont notamment concernés les gros emballages Migros M-Budget. Ils sont immédiatement retirés des étals. Malgré cela, les autorités suisses se veulent surtout rassurantes. Quand les œufs sont hautement contaminés, comme ceux trouvés en Belgique, ils peuvent mettre la santé en danger, notamment en attaquant le système nerveux et en produisant des dégâts au foie. Mais en Suisse, nous n'avons trouvé que très peu de résidus, donc pas de danger pour la santé. On croit que l'incident est clos. Mais quelques jours plus tard, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne découvrent du fipronil dans plusieurs produits industriels à base d'œufs. Des petites gaufres, des biscuits, des madeleines et des pâtes aux œufs. Tous immédiatement retirés du marché. Nous sommes à la mi-août. Dans tous ces produits, ce sont les œufs liquides qui sont en cause. Pas forcément très ragoûtants, mais très prisés par l'industrie agroalimentaire, la filière boulangère et la restauration. Mais alors qu'en Europe, des dizaines de produits contaminés sont retirés, en Suisse, rien de tout cela. Notre enquête auprès des importateurs d'œufs liquides étrangers montre pourtant que la Suisse a elle aussi été touchée, mais est restée bien discrète sur le sujet. C'est le cas par exemple de la coopérative Pistor, qui livre boulangerie et restaurants. Dans un premier temps, cette entreprise avait accepté de nous rencontrer, mais a finalement fait marche arrière, préférant nous répondre par mail. À notre demande, Pistor a reconnu avoir reçu d'Allemagne et de Belgique des œufs contaminés. Elle précise: il s'agissait d'œufs entiers liquides ainsi que des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs liquides. Nous avons également des blancs d'œufs et des jaunes d'œufs en poudre. Sitôt prévenu par ses fournisseurs de la présence de fipronil dans ses lots, Pistor à son tour a alerté ses clients et procédé au rappel des produits. Selon notre enquête, un deuxième importateur de Suisse centrale, Foodovo Utilities, a aussi reçu des œufs liquides contaminés, mais n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. De son côté, le laboratoire du chimiste cantonal genevois a procédé à d'autres analyses qui ont confirmé la présence de l'insecticide dans des produits transformés de fabrication suisse. On a effectué des analyses sur toutes sortes de produits transformés qui sont présents sur le marché et qui pouvaient contenir des œufs d'importation et potentiellement donc contaminés.
Sur les produits industriels, on en a trouvé 3 qui contenaient des traces de fipronil et qui avaient été préparés avec des œufs d'importation. Est-ce qu'il a été procédé à des retraits de ces 3 produits contaminés ? Alors, il y a eu des retraits au niveau des entreprises avec des interdictions de commercialiser qui ont été prononcées, mais pas de rappel. Des produits suisses ont donc été contaminés au fipronil. Curieusement, cette information n'a jamais été transmise au public, contrairement à la France ou la Belgique, qui ont annoncé tous les retraits de marchandises. En tant qu'autorité de contrôle, on est soumis au secret de fonction. Il y a une exception pour laquelle on peut communiquer au public les résultats, c'est lorsqu'il y a une mise en danger claire de la santé. Certes, les doses de fipronil trouvées en Suisse n'étaient a priori pas dommageables pour la santé. Reste que la transparence en prend un sale coup, d'autant qu'il est impossible pour le consommateur de connaître la provenance des œufs dans les aliments industriels. Sur la trentaine de produits que nous avons achetés, aucun ne mentionnait la moindre indication d'origine des œufs. Une situation qui a fait réagir la Fédération suisse des consommateurs. Donc on a mis une pétition justement sur le site frc.ch. Tout un chacun peut la signer, indépendamment du droit de vote. On demande justement que les ingrédients dans des produits transformés, comme par exemple une passata, des tomates, des pommes, de la purée de pommes, des choses comme ça, que les ingrédients soient aussi, que la provenance des ingrédients soit aussi indiquée et que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause. Une enquête de Maria Pia Mascaro. Et je me tourne maintenant vers Bruxelles, le cœur des décisions de l'Union européenne. Bonsoir Camille Perrin. Bonsoir. Alors vous êtes chargée des questions alimentaires au Bureau européen des unions des consommateurs. Un des gros problèmes dans cette crise des œufs au fipronil, c'est le manque de transparence, pas seulement de la transparence sur les étiquettes, mais la transparence des autorités. Est-ce qu'on peut soupçonner aujourd'hui que les Pays-Bas, la Belgique ont fait volontairement de la rétention d'informations ? Rétention d'informations, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Néanmoins, c'est l'accusation à demi-mot qu'a fait passer le ministre allemand de l'Agriculture la semaine dernière lors d'une réunion qui s'est tenue avec les autres ministres de l'Agriculture européens. Et de ce fait, la Commission européenne va diligenter une enquête. Elle va envoyer des agents dans les pays les plus concernés par le scandale du fipronil pour essayer de faire toute la lumière sur les circonstances du scandale, qui savait quoi et quand. Et de notre point de vue, c'était effectivement très important puisqu'on a un marché unique, les marchandises circulent librement. Donc la contrepartie, c'est qu'il faut une coopération totale entre les autorités européennes. Absolument. Et puis c'est important de savoir si ces deux pays ont protégé leurs intérêts nationaux au détriment de l'information des consommateurs. D'ailleurs, ce qui fait froid dans le dos, c'est que si le produit toxique avait été plus grave que le fipronil, le consommateur n'en aura rien su pendant des mois. Oui, c'est effectivement ce qui fait assez peur. Il est maintenant avéré que le fipronil se trouvait dans les aliments depuis septembre 2016, probablement. Donc, fort heureusement, il semblerait, au vu des niveaux retrouvés, que la santé des consommateurs n'a pas été trop exposée. Cependant, on peut quand même se poser des questions. Et on entend de plus en plus certains messages faussement rassurants des autorités de certains pays qui consistent à dire, en gros, qu'il n'y a pas de scandale sanitaire, qu'on en a trop fait autour du fipronil. De notre point de vue, non, pas du tout. Les consommateurs ont toutes les raisons d'être inquiets, de se poser des questions et de demander des comptes aux autorités. D'autant plus que, vu les budgets qui se restreignent un peu partout, les contrôles n'augmentent pas, au contraire. Donc aujourd'hui, vous qui avez, grâce à votre association, organisation Le Bug, de l'influence au niveau de l'Union européenne, quelle est votre revendication principale, au vu de cette crise, une de plus d'ailleurs ? Ce que nous demandons, c'est que plus de moyens soient alloués pour les contrôles. C'est aux autorités nationales de vérifier que les produits qu'on a sur le marché européen sont sûrs et ne mettent pas en danger la santé du consommateur. Et une autre de nos demandes qu'on remet au goût du jour suite à ce scandale, c'est l'indication de l'origine des produits. On veut savoir, les consommateurs veulent savoir d'où viennent leurs aliments. Et par exemple, prenons le cas des œufs, vous savez d'où viennent les œufs frais que vous achetez, mais dès lors qu'ils sont utilisés dans des brioches ou dans des pâtes, vous ne le savez plus. Donc bien sûr, savoir l'origine n'empêchera pas la fraude, mais en tout cas, ça permettra peut-être aux fabricants d'être plus vigilants sur leurs fournisseurs, de mieux maîtriser leur chaîne d'approvisionnement et dès lors peut-être de limiter les fraudes au final. Oui, puis aux consommateurs aussi de choisir en sachant exactement d'où viennent les ingrédients. Votre revendication rejoint celle d'ailleurs de la Fédération romande des consommateurs. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous à Bruxelles. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.
C'est bon, c'est addictif, mais le sucre est malheureusement devenu l'ennemi numéro 1 de notre santé. Presque la moitié de la population suisse est en surpoids. Les cas de diabète de type 2 se multiplient et les jeunes sont particulièrement touchés. Pas gai comme tableau. Mais ce n'est pas une fatalité. L'OMS recommande de taxer les boissons sucrées pour qu'on en boive moins. L'idée fait son chemin en Suisse. Taxer les boissons sucrées? Eh bien oui, le Grand Conseil neuchâtelois y est favorable. Par 71 voix contre 38, il a lancé une initiative cantonale dans ce sens. Sous l'impulsion du médecin et député écologiste Laurent Kaufmann, le Parlement neuchâtelois attend maintenant que Berne agisse pour prévenir les effets du sucre sur la santé. On souhaite de la part de la Confédération qu'elle prenne le sujet dans son ensemble, y compris avec l'idée éventuelle d'une taxe au sucre. On souhaite par exemple, par le projet de loi que nous avons exprimé, que la Confédération agisse de façon plus sérieuse avec son ordonnance sur les denrées alimentaires, en particulier pour la publicité des sucres vis-à-vis des enfants. L'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, on le sait clairement aujourd'hui, se répandent en épidémie à travers le monde. Les maladies du foie aussi se multiplient et l'Organisation mondiale de la santé s'en alarme. En octobre 2016, l'OMS a lancé une recommandation impérative. Pour limiter ces ravages, il faut taxer les boissons sucrées. On voit une augmentation très rapide de la consommation de boissons sucrées, en particulier chez les jeunes, les adolescents et les gens de statut socio-économique modeste. Et c'est très inquiétant parce que ce sont les gens qui sont les plus touchés par l'obésité en particulier et après par les maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires qui commencent tout à un plus et plus jeune âge. Après avoir établi les méfaits du gras, les méfaits du tabac, les études scientifiques ne laissent plus de doute aujourd'hui. Le sucre affecte la santé quand on en consomme trop et on en consomme trop. De 1850 à aujourd'hui, la consommation moyenne de sucre par habitant est passée de 3 à 39 kilos. Selon la dernière étude de la Confédération, on boit en Suisse en moyenne 2,4 décilitres de boissons sucrées par jour. Les 18-34 ans en consomment même 3,8 décis, soit plus de 138 litres par année. La problématique, ce sont des calories liquides. Et on sait que quand on boit quelque chose, eh bien, le sentiment en fait, de satiété, c'est-à-dire le fait d'avoir assez mangé, apparaît est moins bon, et apparaît plus tardivement. Donc en fait, les gens boivent des boissons sucrées sans se rendre compte en fait, qu'il y a des calories dedans et sans avoir ce sentiment d'avoir assez mangé comme après un repas. L'histoire des sodas remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec l'invention de l'eau gazeuse. Ces breuvages étaient essentiellement composés d'eau gazéifiée et de sucre. Il faudra attendre 1886 et la formule secrète de John Pemberton pour voir l'avènement de Coca-Cola, qui va devenir à travers le XXe siècle le géant mondial de l'industrie des boissons dites rafraîchissantes, avec plus de 45% des parts de ce marché. Coca-Cola compte aujourd'hui des dizaines de marques et des milliers de produits. En Suisse, Coca-Cola nous a ouvert ses portes à Brütisellen. C'est là, dans la banlieue de Zurich, que sont produits 420 millions de litres de soda par année. Un soda, en gros, c'est du concentré, sous forme de sirop, des sucres et de l'eau gazeuse. Les sirops de base sont confectionnés en Irlande, mais 80% de la production en Suisse est locale. Tous les sucres qui sont contenus dans nos différentes boissons proviennent de production suisse. Nous sommes un des plus gros clients de l'agriculture suisse où nous assurons plus de 200 places de travail. La consommation des boissons sucrées répond à des particularités géographiques. Selon l'OMS, on boit plus sucré dans le sud que dans le nord. On voit que dans certains pays, les producteurs de boissons sucrées ajoutent plus de sucre que dans les autres. Donc on a différents niveaux de sucre
Même dans une boisson qui est internationale, ils peuvent avoir de différents niveaux. Le Coca-Cola classique est un produit qui existe depuis plus de 130 ans. Sa recette est la même dans le monde entier. Coca-Cola produit toujours localement. Il peut donc y avoir des différences dans les sucres qui sont ajoutés. Nous utilisons du sucre de betterave, alors qu'aux États-Unis, ils utilisent d'autres sucres, comme des sucres de maïs par exemple. À Genève, les futures mamans qui consultent au HUG sont souvent orientées pour limiter leur consommation de sucre. Je peux prendre au moins 2 bouteilles. Ça pouvait être des grandes, oui. 2 grandes bouteilles par jour. Oui. D'accord, donc c'était beaucoup. C'était beaucoup. Ouais, c'était beaucoup. C'est toujours de l'eau nature ou parfois... Il en va de la santé de leur enfant. La moitié des bébés nés d'une maman souffrant de surpoids important risquent de développer de l'obésité avant l'âge de 4 ans. On sait maintenant qu'en fait, le milieu intra-utérin va promouvoir une prise de poids excessive plus tard, des maladies cardiovasculaires même 60 ans plus tard, ou du diabète de type 2. On voit que chez les enfants ou les familles qu'on reçoit ou chez les femmes enceintes souffrant d'obésité, il y a quand même une consommation de soda qui est très importante. C'est un demi-litre ou bien une canette ou comme ça, et puis cumulé, ils ne se rendent pas compte de la quantité que ça fait au bout du compte. Nous avons mis à l'épreuve quelques usagers de la gare de Genève pour savoir s'ils ont conscience de la quantité de sucre que contiennent quelques boissons bien connues. Bonjour, Tout le monde ne sait pas, par exemple, qu'un demi-litre de coca, c'est 53 grammes de sucre, 2 fois plus que ce recommande l'OMS au quotidien. J'en bois énormément et voilà. Mais c'est vrai que de le voir dans le verre comme ça, ouais, ça surprend. C'est lequel gobelet qui correspond à la quantité de sucre? Celui-là. Non, juste pas. Ah, c'est ça. À côté. C'est plus de 14 morceaux de sucre. Ça vous surprend? Quand même, hein. Ok. Désolé, vous êtes trompé, il y en a 2 fois plus. Il y a l'équivalent de 15 morceaux de sucre dans ce demi-litre de jus de pomme. Vous saviez qu'il y avait autant de sucre que ça? Non. Comment ça vous surprend? Parce que là, c'est marqué naturel. Déjà j'ai les dents sensibles, donc quand j'en bois ça me fait pas trop du bien aux dents. Puis bah oui aussi, c'est vrai que j'aime pas trop les boissons gazeuses en général. Ces boissons-là, vous les buvez à quel rythme, celles dont vous avez l'habitude? À peu près toute la journée. Pardon? Toute la journée, enfin dès que je peux. Sur une journée, tu en bois combien? 1 litre. Bah, ça dépend si on fait du foot, 4-5 bouteilles. 4-5 bouteilles. Sur le plan intérêt nutritionnel, il n'y en a aucun. C'est vraiment ce qu'on appelle la calorie vide. Ça veut dire que ça apporte du sucre, donc ça apporte de l'énergie et rien d'autre. On mange déjà trop. Alors si en plus on boit des choses sucrées, évidemment qu'on cumule les calories inutiles. On sait que si on boit par exemple un demi-litre de coca par jour, sans rien changer à nos habitudes ni alimentaires ni sportives, on prend en moyenne 10 kilos par année. En Suisse, la tendance aujourd'hui favorise les boissons light. Pour mieux répondre au mouvement, Coca-Cola vient de lancer une nouvelle version du Coca Zéro, rebaptisée Coca Zéro Sucre. Les boissons édulcorées, light ou zéro, n'offrent qu'une solution limitée, parce qu'elles accentuent l'envie de sucrer, et cela peut stimuler l'appétit et faire manger davantage. L'avantage des boissons édulcorées, c'est en effet qu'il y a pratiquement pas de calories dans la boisson. Il faut quand même pas oublier 2 choses. D'une part, c'est que l'acidité contenue dans ces boissons reste très importante, donc on a un risque quand même d'érosion au niveau des dents. D'autre part, eh bien, en consommation, je dirais, importante et régulière, nous n'avons pas encore suffisamment d'évidence scientifique pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet sur la santé. Les sodas ne sont pas les seules boissons incriminées. Jus de fruits, eau aromatisée et thé froid industriel doivent aussi être consommés avec modération. Le thé froid, c'est vrai, a souvent dans la tête des gens, les gens pensent que c'est moins sucré. D'abord parce que c'est pas gazeux. Et ensuite, il y a le côté infusion, surtout que maintenant, on fait des thés froids bio, des thés froids aux herbes, des thés froids ceci, cela. Il faut bien lire les étiquettes parce que certains sont peu sucrés, mais pour la majorité d'entre eux, ils sont très sucrés, presque autant qu'un soda gazeux.
Après, les jus de fruits, alors effectivement, ils ont cette connotation saine parce que les fruits, c'est sain et tout. D'ailleurs, on a souvent des parents qui ont tendance, quand on dit qu'il faut diminuer les sodas avec eux, ils disent « je vais remplacer par un jus de fruits ». Alors, on discute avec eux pour bien leur expliquer que le jus de fruits, c'est quasiment autant sucré, à quelques grammes près, qu'un soda. Donc, on recommande de ne pas boire plus d'un verre de jus de fruits par jour. Et le reste, il faut manger des fruits. Parce que quand vous mangez un fruit, vous avez aussi du sucre dedans, mais vous avez des fibres, des vitamines, vous avez un intérêt. Et en plus, les fibres des fruits ralentissent le passage du sucre dans l'intestin. Autrement dit, boire ou grossir, on peut choisir. Des boissons sucrées ajoutées à la malbouffe. Un téléspectateur nous a rappelé qu'il y a du sucre ajouté partout. C'est un exhausteur de goût. Eh bien, tout ça provoque une nouvelle maladie, le syndrome du foie gras, qu'on appelle NASH en anglais. La NASH est l'abréviation anglaise pour stéatohépatite non alcoolique. On parle aussi de syndrome du foie gras. À l'hôpital de Lille, à Berne, le professeur Dufour est une sommité sur la question. Et il voit de nouveaux patients presque tous les jours. Effectivement, on parle de la maladie du soda. Ça concerne probablement qu'une fraction de ces patients, mais parce que dans les sodas, il y a beaucoup de fructose. Et au cours de ces dernières 30 années, la consommation de fructose a massivement augmenté. Ce qui fait que notre organisme, quand on boit des sodas adoucis avec du fructose ou avec ce sirop de maïs, on boit des quantités importantes de fructose qui va être métabolisé dans le foie en graisse. Donc il y a un peu de graisse, il y a un petit peu d'inflammation. Pas facile d'expliquer aux patients qu'ils souffrent d'un foie gras qui développe une inflammation puis du tissu cicatriciel. Le patient ne ressent aucun symptôme et reste incrédule. Un petit peu de cicatrice dans votre foie. J'ai eu l'impression d'être déclarée malade alors que je ne l'étais pas. Et je dois dire, je n'ai pas pris au départ très au sérieux. Ça, je me disais, bon, il y a beaucoup de gens en surpoids et je ne connaissais pas du tout la maladie ni son évolution. En soignant son alimentation, en bougeant davantage, la NASH est réversible. À défaut, elle peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie. Pourquoi est-ce que des gens ont une NASH? Probablement, il y a différentes raisons pour ça. Une partie, c'est qu'il y a des gens qui ont une configuration génétique qui les prédispose à cette maladie. Mais le plus souvent, c'est quand même des paramètres dans le mode de vie qui font que les gens se mettent à risque de développer une NASH. Notre organisme, notre physiologie, elle a été définie par des millions d'années où on devait survivre. On devait survivre des jours sans nourriture, des jours de famine. Maintenant, on vit totalement différemment, puisqu'on est exposé constamment à la possibilité de manger, et puis on bouge beaucoup moins. Donc notre physiologie n'est plus adaptée à notre mode de vie. La NASH se détecte à travers des examens sanguins. Une analyse suspecte peut conduire, comme ici, à une mesure de l'élasticité du foie à l'aide d'un fibroscan. Mais une biopsie est nécessaire pour confirmer un diagnostic qui commence à toucher une population de moins de 25 ans. Je pense qu'il y a une population à laquelle on devrait être particulièrement attentif, ce sont les jeunes. Moi, je vois beaucoup de NASH chez les adultes. Ce sont des gens qui ont effectivement un diabète de type 2, qui ont une obésité et qui développent une NASH dans ce contexte. Mais je vois aussi des patients plus jeunes, entre peut-être 20 et 25 ans, qui sont en très net surpoids et qui ont une NASH. Et ces jeunes patients, on ne sait pas encore quelle va être leur évolution. Il n'existe encore aucun traitement pour soigner la NASH. Le développement de plusieurs médicaments a atteint la phase 3. Il pourrait débarquer sur le marché d'ici 4 à 5 ans. On entend bien que nos spécialistes se font du souci pour les jeunes. Et pourquoi est-ce que les jeunes sont souvent accros aux boissons sucrées, les boissons énergétiques, on la cote, le marketing y est pour beaucoup, et puis on peut acheter des sodas à peu près partout. Combien de sucre dans ces boissons? On a fait analyser ces 15-là. Réponse en 2 temps. On ne trouve jamais que ce qu'on cherche. Le laboratoire a donc évalué les sucres les plus fréquents dans les 15 boissons que nous avons testées. L'analyse a été effectuée par chromatographie liquide à haute pression avec un détecteur bien adapté pour les sucres recherchés, le saccharose, le glucose, le fructose et le sorbitol. Les analyses ont confirmé le libellé des étiquettes, mais il faut savoir que la législation offre une marge de tolérance de 25%.
La tolérance, elle est effectivement relativement généreuse entre l'étiquetage et la composition réelle. Pour des produits naturels, typiquement un jus de pomme, les pommes peuvent être plus ou moins mûres, elles peuvent être d'une espèce ou d'une autre. Je pense que cette tolérance, elle est utile pour certains producteurs. Après, pour des produits très industrialisés où on utilise des extraits standardisés, la tolérance pourrait être beaucoup plus serrée. Le sucre ajouté dans les sodas est dosé selon les recettes du produit. 1 décilitre de Monster, par exemple, le plus sucré du test, comprend 12,2 g de sucre. Pour les jus, la question qui se pose est celle de savoir si tout le sucre vient du fruit ou si une partie a été ajoutée. Pour du jus de pomme, pour du jus d'orange, on sait par la littérature que ça devrait correspondre à peu près telle distribution de sucre. Et là, si on est dans cette fourchette, eh bien, on peut penser que ça correspond à du jus d'orange. Si on est complètement en dehors de la fourchette, eh bien là, on aura évidemment des soupçons s'il y a un autre sucre qui a été ajouté. Pour toutes les boissons qu'on a analysées, on est complètement dans la cible. Autrement dit, les jus de fruits, le sucre des jus de fruits est plutôt d'origine naturelle, en tout cas on peut le supposer. Absolument, tout à fait. Ouais, on n'a rien qui nous porte à croire qu'il y a du sucre qui a été ajouté ou qu'il y a du sucre qui vient d'une autre source que le fruit en question. Le taux de fructose dans les boissons analysées est relativement peu important. Pas une surprise dans des sodas fabriqués en Suisse avec du sucre de betterave. On trouvera davantage de fructose dans des sodas adoucis au sirop de maïs, ce qui peut présenter un intérêt pour l'industrie. Le fructose a un pouvoir sucrant, il donne un goût sucré assez intense pour une quantité moindre que le sucrose, donc ça peut être intéressant pour un fabricant. Intéressant, c'est-à-dire avantageux. Le fructose est 2 fois plus sucrant que le glucose, il en faut donc 2 fois moins, c'est plus rentable. Et du fructose, vous en avez naturellement dans les jus de fruits. Dans les sodas analysés, c'est le Coca-Cola qui en contient le plus. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Daniel. Alors on a là 3 groupes de boissons qui sont très représentatifs du marché en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors on a bien sûr les jus de fruits, on a les boissons gazeuses, les sodas. Et puis là, on a un groupe à lui entier, c'est le thé froid. On en trouve beaucoup. On a ajouté une bouteille d'une 4e catégorie qui est les eaux aromatisées, qui sont des eaux qui ressemblent à de l'eau, mais qui certaines fois contiennent aussi du sucre. Pour faire un comparatif, bien sûr, on peut regarder les étiquettes aux 100 ml, mais c'est difficile. 100 ml, c'est une petite dose. Parfois, on a des indications pour 250, ce qui est un peu plus. Nous, on a fait un comparatif de toutes ces boissons pour 500 ml parce que souvent, on achète une bouteille dans un café, dans un magasin ou quand on se déplace en transport public. Les résultats sont intéressants par rapport aux normes de l'OMS. D'accord. Eh bien, les normes de l'OMS, vous faites bien de le dire, il faut le rappeler. L'OMS recommande de ne pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour, toute alimentation comprise. Avec la plupart de ces boissons, on crève ce plafond. Commençons avec les boissons les moins chargées en sucre. Le thé froid au citron de Lipton contient 21,5 grammes pour 5 décilitres. Pour le Nestea citron, on passe déjà à 23 grammes. Suit l'eau parfumée Volvic citron limette avec 24,5. Puis le thé vert menthe Naturaplan avec 25 grammes. On crève le plafond de sucre de l'OMS avec les boissons qui suivent. 33,5 grammes par 5 décis pour le Bio Iced Tea et 34 pour Arizona et son Original Green Tea au miel. On saute à 40 grammes de sucre pour l'Iced Tea citron. Puis c'est 42 pour Innocent, un jus 100% orange pressé. Ensuite arrive notre Rivella Rouge national avec 45 grammes de sucre. 1 gramme de plus pour le Capri Sun multivitamine à 46 et encore un demi-gramme pour l'Orangina à 46,5. Les 4 dernières boissons sont les plus chargées. Elles dépassent de plus de 2 fois la dose journalière maximale recommandée par l'OMS. C'est tout d'abord 53 grammes de sucre pour 5 décis de Coca-Cola, puis 55 grammes pour un demi-litre de Red Bull et 55 grammes aussi pour le jus de pomme naturel Ramsayer. Enfin, avec 61 grammes de sucre, Monster Energy vous apporte 2,5 fois la dose recommandée pour toute la journée.
C'est énorme, hein. Alors pour revenir à la question d'une taxe sur les boissons sucrées, la Belgique, la France, le Mexique, plusieurs villes américaines l'ont fait. Philadelphie, par exemple, qui a vu la consommation de boissons sucrées baisser de 40%. En Grande-Bretagne, ça devrait être l'année prochaine. L'enjeu économique est considérable, l'industrie résiste. L'industrie des soft drinks connaît bien la musique. Son marketing est d'une efficacité rare puisqu'il soutient un marché mondial de plus de 340 milliards de dollars annuels. Les publicités mettent habilement en avant des arguments qui vantent un côté naturel, fun ou énergique. Et on sait aussi aujourd'hui que cela fait des années que l'industrie du sucre réussit à étouffer les critiques. Il y a 2 ans encore, un scientifique chevronné défrayait la chronique aux États-Unis en relativisant les effets du sucre sur la santé. Son étude était financée par Coca-Cola. Les médias populaires et la presse scientifique n'arrêtent pas de dire on mange trop, on mange trop. Ils dénoncent le fast-food, les boissons sucrées, mais en fait, il n'existe aucune preuve avérée que la cause est bien là. Depuis, en Suisse en tout cas, Coca-Cola a changé son fusil d'épaule. Ça a fait des vagues aux États-Unis. Depuis, de nouvelles décisions ont été prises qui imposent une transparence totale. En Suisse, nous n'avons jamais caché nos participations. Donc, il n'y a pas eu de telle réaction. Le discours du lobby des boissons sucrées a évolué aujourd'hui. Dans le débat, il entre volontiers en matière sur son rôle. Coca-Cola, par exemple, s'est engagé à réduire ses taux de sucre, mais l'industrie reste habile pour détourner l'attention. Elle insiste toujours sur le manque d'exercice physique et la responsabilité individuelle du consommateur. La consommation de boissons rafraîchissantes, elle recule. Elle recule largement et selon l'OFSP ou l'OMS, l'obésité, les taux d'obésité sont en augmentation. Donc on a vraiment un croisement des lignes. Et donc là, moi, je ne vois pas le lien de cause à effet parce que on a un recul de consommation, mais un avancement, une progression du taux d'obésité. Et donc là, moi, je ne vois pas le lien. On est bien d'accord. Et puis ça, c'est aussi, je veux dire, c'est le bon sens, que notre mode sédentaire, on doit adapter notre alimentation au mode sédentaire, mais ça comprend vraiment toute l'alimentation. Nous savons bien que l'obésité est un problème de société. Nous avons une responsabilité et nous l'assumons de plusieurs façons. Toutes les boissons que nous proposons en Suisse existent en version avec calories, sans calories ou calories réduites, avec une offre riche et variée. Grâce à une information transparente, les consommateurs peuvent faire un vrai choix. Mais nous sommes opposés à une taxe ou une réglementation. Si l'OMS soutient l'idée d'une taxe, c'est parce que la mesure est efficace et facile à appliquer. Les pays qui l'ont mise en place, comme le Mexique ou la France, ont obtenu une baisse de la consommation. L'industrie veut donc bien baisser les taux de sucre, mais elle fait pression contre les conséquences d'une telle mesure. En général, c'est toujours avec les producteurs qui mettent en avant des arguments économiques, qui disent que si on met une taxe sur les boissons sucrées, on va diminuer la production, qu'il y a des emplois qui vont être perdus, par exemple. Mais il y a un coût pour la société et un coût aussi par rapport à la santé. Donc c'est quelque chose de très inquiétant quand on voit le niveau d'obésité augmenter si vite qu'en ce moment. Le problème plus, j'imagine que c'est cette stigmatisation, sachant qu'il y a du sucre dans énormément d'aliments et pas seulement dans les boissons sucrées et sodas. Donc c'est vraiment une question plus large qu'on doit se poser. Et le concept de santé, la santé individuelle, c'est quelque chose de très global. Vous ne pouvez pas juste pointer du doigt un seul produit et dire si vous ne consommez plus ce produit, vous n'aurez plus de soucis de n'importe quel ordre. Est-ce que ça veut dire que le sucre a réussi à détourner les soupçons, que le lobby du sucre a été plus efficace que le lobby du gras? Oui, à l'époque, je pense que le lobby du sucre a vraiment fait quelque chose pour éviter qu'à ce temps-là, le sucre soit impliqué. Certains parlent même de manipulation.
Alors, oui, tout à fait. Et ça, c'est un phénomène que l'on connaît en santé publique. Un grand nombre de résultats montrant le lien entre un produit et une maladie, en fait, a souvent été caché si on fait l'historique des dernières décennies, par l'industrie, en raison des intérêts économiques. Les chambres fédérales pourraient se saisir de l'initiative neuchâteloise sur les sucres cet automne, mais la résistance des lobbies a déjà commencé. Lorsque notre projet de taxe est sorti dans la presse initialement, ce sont les parlementaires fédéraux qui ont reçu 2 jours après une information des lobbies des boissons rafraîchissantes. Par contre, au sein du Grand Conseil de notre petit échelon, nous n'avons pas eu ces pressions ou ces informations. Donc, je pense que notre réflexion et nos débats à l'interne sur Neuchâtel a été libre, on va dire, de ces influences externes. Le courriel que les parlementaires fédéraux ont reçu soulignait que les Suisses ne veulent pas d'une taxe sur les boissons sucrées. Il faut tout de même souligner que ce sondage a été commandité par l'Association suisse des boissons rafraîchissantes. Reportage de François Janet et Heikki Arekalio. Et ce n'est pas demain qu'on verra une taxe sur les boissons sucrées en Suisse. Au niveau cantonal, la proposition du gouvernement vaudois de taxer les boissons sucrées pour financer en partie les soins dentaires est dans le tiroir d'une commission. Au niveau fédéral, l'initiative neuchâteloise dont on vient de parler n'a pas encore été traitée au Parlement. Et puis le fameux accord de Milan se concentre pour l'instant sur la réduction des sucres dans les yogourts et les céréales de petit déjeuner. L'objectif devrait s'élargir l'année prochaine. En attendant, est-ce que les boissons light, zéro sucre sont la solution? Je me tourne à nouveau vers Bruxelles. Bonsoir Stéphanie Bronwyn. Bonsoir. Vous venez de publier un article sur ce même thème dans Test Santé, Test Achat. C'est l'organisation de défense des consommateurs en Belgique. J'ai à côté de moi quelques bouteilles de soda assez typiques des bouteilles sans sucre mais bourrées d'édulcorants intenses, par exemple de saccharine, d'acésulfame K, de sucralose, d'aspartame. Est-ce que finalement ces édulcorants sont meilleurs pour la santé que le sucre ? C'est la question que tout le monde se pose. Il faut savoir que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de bénéfice nutritionnel sur le long terme avéré. Alors les autres études se sont aussi penchées sur la question de la gestion du poids et là non plus les études ne sont pas convaincantes. Il y a même certaines qui ont avancé une légère augmentation du poids, d'hypertension, de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors 2 hypothèses sont avancées, c'est le phénomène de compensation mais également une altération de la flore intestinale. Ok. Alors on imagine qu'il faut mieux consommer ces édulcorants intenses avec modération. Qu'est-ce qu'on sait de leurs effets à long terme sur la santé ? Oui, effectivement. Donc, il ne faut pas consommer trop d'édulcorants donc en quantité excessive. Les études montrent, en tout cas, il n'y a pas de danger énorme sur la santé, mais en tout cas, sur le long terme, la sécurité n'est pas non plus garantie. Alors, pour ce faire, pour garantir quand même une sécurité, l'EFSA a fixé des doses journalières admissibles, c'est-à-dire une dose maximale à consommer par jour et qui est fixée en fonction du poids, c'est-à-dire qu'un adulte peut consommer plus d'édulcorants par rapport à un enfant qui a effectivement un faible poids. Alors des édulcorants, il y en a aussi, et ça peut paraître étonnant, dans des boissons qui contiennent du sucre. Quelle est votre revendication, votre priorité par rapport à cela ? Oui, justement, donc, si on veut prendre du light, bon, il faut le faire de manière consciente. Et certaines boissons, donc c'est ce que nous avons remarqué, les versions régulières, non seulement contiennent du sucre, mais contiennent également des édulcorants. Et malheureusement, les fabricants ne le mettent pas de manière évidente sur l'emballage, et donc devraient être sur la face avant de l'emballage pour que les personnes, pour que les consommateurs puissent faire un choix en toute connaissance de cause. C'est exactement le cas de ce Sprite d'ailleurs qui contient 3 édulcorants, mais il faut avoir des bons yeux et une loupe pour les repérer sur la face arrière de cette bouteille-là. Merci beaucoup pour ces explications, Stéphanie Bronwyn. Et puis peut-être qu'on sera d'accord sur se dire, mais il faut aussi que le consommateur s'habitue peut-être à boire moins sucré. Ce serait peut-être aussi une solution. Bonne soirée à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur les sucres et les édulcorants, ne manquez pas le guichet dont on en parle ce jeudi. Vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant sur rts.ch/guichet ou sur les réseaux sociaux. Des spécialistes vous répondent en direct dès 8h35 sur la première.
On parle beaucoup du gaspillage alimentaire, trop peu du gaspillage vestimentaire. Le modèle du prêt-à-porter, prêt-à-jeter serait-il en train de fléchir? Customiser ou créer soi-même ses vêtements, ses tendances, on le verra ensemble mardi prochain. Les cours de couture ont explosé ces 2 dernières années, fréquentés aussi par des messieurs, pour le plus grand bonheur des fabricants de machines à coudre, mécaniques, électroniques. Comment choisir la bonne? Pas facile. Les machines à coudre modernes sont devenues de véritables petits ordinateurs. À bon entendeur, on a testé pour vous et visité la dernière entreprise qui produit encore des machines à coudre en Suisse, petits bijoux de technologie. Voilà, mardi prochain, d'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.